CES 2024, pas mal de news. On commence avec ce robot domestique, Bali, de chez Samsung. Donc en fait, il communique avec toi, il te dit ce qui se passe à la maison. Avec ton smartphone, tu peux voir un petit peu tout ce qu'il fait, sachant qu'il est commandé. Bon, évidemment, tu comprends tout de suite qu'il ne peut pas gravir une seule marche. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui reste encore assez gadget. C'est pas encore un banger. Quand il te montre là qu'il peut nourrir la gamelle du chien, bon bah ça, une application connectée le fait déjà de toute façon. Après, il fait de la projection aussi, ce qui est sympa. Tu vas voir un petit peu les applications là pour tout ce qui est fitness. Je suis pas encore certain que ça ait vraiment un rôle majeur à jouer. Je crois beaucoup plus aux lunettes connectées et à tout ce qui va s'en suivre, tout l'écosystème de la domotique. Donc là voilà, tu vois, il peut projeter dans toutes les directions. Samsung n'en est pas à son coup d'essai, hein. Ils avaient déjà fait une tentative qui avait pas été fructueuse. Voilà, le module plus petit qui était sorti il y a 4 ans, ça avait bidé. Voilà, donc je suis pas sûr que le nouveau, parce qu'il est plus grand, réussisse mieux. Sachant que sur le précédent modèle, t'avais pas de fonction de projection. Pour moi, c'est plutôt pour amuser ton chat et ton chien, hein, mais tu vois, ça c'était le clip de l'époque. Bon, alors en plus, vu la taille à l'époque, à mon avis, te bananer sur le sol parce que tu mettais les pieds dessus. Tu vois, à part faire de la curiosité pour tes animaux domestiques, ça n'a pas vraiment un grand impact dans ta vie de tous les jours. Ils ont quasiment fait le même clip d'il y a 4 ans. Je sais pas ce que ça va révolutionner entre maintenant et il y a 4 ans. Et puis, il y a toujours la contrainte de pas monter les marches, hein. Ça, c'est ce que Elon Musk veut finalement accomplir, c'est monter les marches et pouvoir avoir une mobilité complète en ayant une vraie forme humanoïde. Également LG qui s'y met avec ce robot, ce petit robot sympa aussi. Là pareil, hein, tu peux pas monter les marches. C'est vrai qu'il a une petite bouille sympa. Il est customisable en plus apparemment au niveau des lunettes. Mais là encore, hein, tu vas me dire ce que t'en penses en commentaire, mais je crois pas que tu puisses faire grand chose de ce soit réellement des game changers. On avance avec cette innovation très intéressante de chez Hyundai, le e-corner system. Et donc là, tu as compris tout de suite, tu peux en fait braquer les roues de ta voiture dans toutes les directions. Donc là, il te montre en train de rouler classiquement, donc ça a vraiment une tenue de route très correcte en usage au moins urbain, hein. On ne sait pas sur autoroute ce que ça donne, mais sur des vitesses assez calmes, ça va. Donc là, tu vas voir tout de suite l'intérêt. Tu arrives près d'une place de stationnement qui est vraiment très short. Et là, le système est quasi magique, quoi. Les roues se pivotent à 90 degrés et tu glisses dans la place de stationnement. C'est assez bluffant, je dois dire. Autre cas de figure très intéressant, là, ça te permet carrément de faire une rotation sur place. Donc à ce moment-là, tu mets l'essieu avant et arrière dans le sens opposé de rotation. Et ça te permet donc de faire ce pivot. Je pense que c'est vraiment pour usage urbain parce que tu vas pas prendre des risques d'aller à haute vitesse avec un système où les roues, si en cas de défaillance électrique ou quoi que ce soit, elles se mettent à s'actionner en plus. Ça peut être très très dangereux dès que tu dépasses les 45-50 à l'heure. Et là, c'est la partie, donc la portion uniquement sur un des deux essieux. Et là, tu fais pivoter donc sur un point de pivot qui est l'essieu opposé. Là, on arrive sur un usage qui me paraît être vraiment du gadget. C'est le déplacement en crabe. Et donc là, comme tu vois, la voiture, elle se déplace grâce à ses roues inclinées et te permettant d'être toujours face à la route. Bon, je crois pas vraiment que c'est un usage pertinent, mais tu me diras en commentaire ce que t'en penses. On arrive donc chez Kia. Donc Kia qui innove en partenariat justement avec Hyundai que tu viens de voir pour cette nouvelle plateforme, ce châssis ultra polyvalent. Donc je vais te faire un arrêt 2 secondes. Donc là, en fait, la technologie, c'est simple. Tu as ici un moteur qui pilote en fait la direction pour faire pivoter la roue jusqu'à 90 degrés. Et d'autre part, tu as un moteur inclus dans la roue qui lui va te permettre donc de faire le déplacement, la rotation de la roue et qui est alimenté par ce câble électrique ici. Là, l'usage est vraiment hyper polyvalent. Tu peux lui faire tout ce que tu veux, tout ce que tu viens de voir en fait, plus les suspensions. Donc c'est vraiment un châssis, c'est une super base de travail. Là, à l'intérieur, ils ont glissé toutes les batteries. Et tu vois le degré de liberté, en fait, le mouvement possible avec une telle base, c'est vraiment bien conçu. Là, tu vas voir un des véhicules possibles, sachant que c'est une base, en fait, c'est une plateforme, c'est un châssis. Tu vas pouvoir monter toute une série de véhicules dessus. Après, il te montre donc la partie stationnement, comme tu viens de la voir là précédemment. Ce que met en avant Kia, c'est la possibilité de changer d'activité sur un même véhicule. Donc là, tu imagines que c'est l'entreprise Plumbing, donc de plomberie. Tu vas le voir partir avec son utilitaire. Voilà.
Bon alors effectivement on te dit pas à quelle vitesse ça peut rouler. Je te passe les détails. Une fois la prestation de plomberie accomplie, qu'est-ce qui se passe? Il retourne dans un centre. Alors là évidemment ça me paraît un peu de la science-fiction parce que est-ce qu'il y aura autant de centres de service que ça? Et là carrément ça te soulève ta base arrière. Bon l'appareil, quid de où tu la stockes, qui l'utilise, enfin ça me paraît, sachant que tu as toutes tes affaires à toi dedans, donc tu peux pas facilement la repartager avec quelqu'un. Enfin, là pour le coup ça me paraît de la science-fiction. Autant une base unique pour faire plusieurs véhicules c'est intéressant, parce que ça permet de limiter les coûts de développement et de la partager si tu veux au sein du constructeur Kia sur un maximum d'utilitaires, de véhicules et autres, bus, fourgonnettes. Mais là, avoir un swapping de ton propre véhicule, l'idée en fait après c'est qu'il en fait un camping-car, et là tu peux partir en camping, mais bon, tu vois, ils ont voulu te vendre un truc, mais t'es clairement sur de la science-fiction. Ils te le montrent sur autoroute, bon, je pense qu'ils sont un petit peu optimistes. Et ils arrivent au camping. On arrive chez LG cette fois avec les écrans transparents. Donc bon, bah tu vois, tu peux voir ton chat à travers ton écran, bon pourquoi pas. Je suis pas convaincu que ça ait un rôle majeur. Moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est qu'on ait des écrans enroulables. C'est-à-dire que tu as une vraie dalle avec un vrai contraste, une vraie luminosité, une vraie dalle, donc OLED par exemple, ou LED ou ce que tu veux, mais que tu puisses dérouler. Ça veut dire que c'est très très facile et tu peux après, et en plus c'est léger du coup, et tu peux l'installer sur n'importe quel mur chez toi d'une façon vraiment efficace. Donc là, c'est un autre écran transparent de chez Samsung. Ce que je disais, c'est que les écrans flexibles existent déjà. Donc moi, je préférerais qu'on ait des vrais beaux écrans lumineux flexibles. On arrive chez Dell avec cet écran qui ne paye pas de mine, mais qui est une nouveauté, puisqu'il fait 120 Hz et 4K en hauteur. Alors 4K en hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait la hauteur d'un écran 4K. En réalité, c'est un 5K, donc il est 25% plus large qu'un 4K, mais il fait la même hauteur en nombre de pixels, en nombre de points. Et ça, c'est pas du tout innocent parce que quand tu prends un écran incurvé de ses caractéristiques, c'est-à-dire un écran vraiment panoramique où tu puisses mettre une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, surtout pour ceux qui travaillent sur leur ordinateur, clairement, c'est des écrans de gaming la plupart du temps. Il faut savoir qu'un écran de gaming aujourd'hui, il est limité à 1440 points en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu as un écran de gaming, quand tu veux afficher un gros document, une page A4 pleine hauteur, ou un bon fichier type Excel, etc., ou si tu fais du montage vidéo, ce que tu veux, tu vas être limité à cause d'un écran qui est assez resserré en hauteur, qui est écrasé. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un vrai écran 4K en hauteur, et malgré tout, il fait 120 Hz, qui est le standard maintenant. Le 120 Hz, ça devient de plus en plus standard, mais avec un écran qui est ultra panoramique, incurvé, et en plus, il peut recharger directement ton ordinateur portable. Tu as en fait 90 watts qui arrivent pour recharger en USB-C. Et en même temps, lui, dans l'autre sens, il envoie l'affichage donc en 5K. Et ça, c'est vraiment hyper sympa. Sur ton bureau, tu vois, tu as quelque chose d'épuré. Moi, j'ai ce type d'écran. Et c'est vraiment très agréable pour travailler au quotidien. J'ai une carte de résolution. Ça permet de mieux s'y retrouver. En fait, le 4K standard, c'est celui qui s'arrête ici. Et comme tu le vois, le 5K, en fait, il fait 25% de plus en largeur. Il faut se dire que quand tu doubles le nombre de K, en réalité, la surface te multiplie par 4. Et c'est pour ça que quand on parle d'un écran Full HD qui fait que un quart d'un 4K, on parle de résolution 2K aussi. On arrive chez Acer où là, tu as un écran qui a une largeur jamais atteinte sur les moniteurs, puisqu'il fait 2 fois 4K en largeur. Donc ici tu as un écran 4K sur une première moitié, et pareil sur une deuxième moitié. Par contre, en hauteur, il fait la hauteur standard d'un écran de 4K. Et donc concrètement, si je reprends mon tableau ici, ça te fait 7 écrans plus le même 2 fois. Donc tu as en fait toute la résolution ici. Donc c'est un demi 8K. Voilà, ce qu'on peut appeler un 6K. Et donc cet écran 6K, il fait 120 Hz et il est bien pour tout ce qui est jeux vidéo, mais aussi pour bosser du coup parce que tu as une vraie définition en hauteur. De 2160 points contre 1440 sur la plupart des écrans de gaming. Cet assistant aussi qui est une nouveauté qui a pas mal buzzé. Ça, cet assistant, en fait, l'idée c'est que tu lui parles et en fait, il réalise l'action que tu lui demandes. Par contre, il fait pas du tout ce qu'est téléphonie, il est en complément. Moi, je pense que si ce système est successful, eh bien, il sera intégré directement dans les smartphones avec une intelligence artificielle où tu appuieras directement sur un bouton sur le côté de ton smartphone et tu pourras directement piloter des actions. Sachant que là, pour faire tout un tas d'actions, il va apprendre à les faire sur un ordinateur et il va cliquer à ta place. Donc c'est un peu pour l'instant bancal. Et on arrive chez Asus sur le projet Linda. Alors Linda en fait c'est un ordinateur qui n'en est pas un puisqu'il est vide.
tu vois. Et en fait, simplement, tu mets le smartphone Razer dans la carcasse, en fait, et du coup, elle prend vie. Donc, en fait, c'est un PC qui tourne sous Android et qui utilise le CPU de ton smartphone. Personnellement, je trouve que l'idée est intéressante, mais moi, je dis qu'il est encore plus simple d'imaginer des lunettes qui existent déjà, hein, des lunettes que tu branches sur ton smartphone, ce qui te permet d'avoir l'affichage en très très grand sur des lunettes connectées. Mais par contre, ce qui manque cruellement ici, comme ce qui manque actuellement sur n'importe quel système branché au smartphone, c'est un vrai OS pour bosser. Tu vas pouvoir faire des applications de loisirs, tu vas pouvoir faire des jeux, mais dès qu'il s'agit d'ouvrir un fichier Excel, de bosser sur un logiciel de montage vidéo, c'est pas sur une interface Android comme ça que tu vas pouvoir le faire facilement, parce que toutes les interfaces Android, elles sont faites pour être pilotées avec des gros boutons, et elles sont faites pour être pilotées principalement en tactile. Donc là, tu vois les usages. En premier, c'est donc les applications, je dirais, comme si tu étais sur du tactile, et puis des jeux vidéo. Donc, je trouve que ce produit il se place mal. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à faire tourner un vrai OS sur ton smartphone, ce qui existe déjà, mais il faudrait que ça se développe officiellement. Et là, à ce moment-là, tu récupérerais sur ton écran Linux, Windows, macOS, etc. Toujours Asus, cette fois, donc les fameuses lunettes dont je te parlais, donc qui se branchent directement en USB-C. Seulement, là, il a un ordinateur complet. L'idée, ce qui serait bien, ça serait d'avoir le système dans le téléphone. Tu pourrais bosser où tu veux, juste avec un petit clavier sans fil. Ensuite, il y a Apple qui nous apprend que pour 149 $, on peut avoir des lentilles qui sont prescrites pour nos yeux. Quand tu dois porter des lunettes et que tu veux porter le casque Vision Pro d'Apple, là on a quelque chose qui va beaucoup intéresser les collectionneurs et les fans de rétro gaming, cette Mega Drive portable où tu peux faire marcher tous tes anciens jeux Sega directement dans la console. Et je dois dire qu'elle est beaucoup plus petite et beaucoup mieux designée qu'à l'époque la Nomad qui était le produit officiel de Sega qui avait la taille d'une brique. Tu as même une docking station donc tu peux brancher tes manettes dessus et renvoyer le signal vers la télé. Une autre société que Hyundai a rachetée et qui fait ce drone mais qui est un drone en même temps hybride avec un avion. Puisque tu as tout le système en fait des ailes d'un avion. Et moi je pense que c'est très intéressant parce que sur des distances en vol horizontal, tu gagnes énormément d'énergie. Tu le maintiens en limitant énormément l'utilisation des hélices de portance pour uniquement les utiliser comme un avion classique. DJI avec ce Flycard 30 qui se met à la livraison. Et donc là, en fait, il va pouvoir acheminer les colis. Alors pour l'instant, je pense que c'est dédié à des régions très 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 vallonnées. Un autre système en fait de treuil. C'est-à-dire que quand tu arrives à destination, tu peux laisser carrément le carton en fait, non pas tomber, mais tu le hisses calmement et tu as un crochet qui s'ouvre tout seul. L'usage industriel, c'est-à-dire que tu peux déplacer des panneaux solaires. Bon, je pense que DJI essaie de rentrer sur un marché qui est de plus en plus croissant, parce que c'est pas la seule société. On va le voir tout de suite. Tu vois les télécommandes qui sont extrêmement pointues. Par contre, c'est principalement un pilotage manuel. DJI dit qu'il résiste à tous les climats, qui neige, qui vente, qui pleuve. Beaucoup de redondance. Ça, c'est très très important quand tu as un élément défaillant, que ce soit une batterie, une cellule de batterie, un moteur, que tu puisses continuer à faire tourner le drone, au moins pour le poser en secours. Et un système de parachute, ça c'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que si jamais il y a un incident majeur, tu blesses personne, ce qui est très important. Et puis accessoirement, tu récupères ton drone qui est pas en trop mauvais état. Une autre société qui est sur le créneau depuis longtemps, c'est Zipline, société californienne. Et là donc, ils te livrent avec cette boîte qui s'ouvre toute seule, et qui est tiré par un autre drone qui est lui en vol stationnaire. C'est la question de sécurité, c'est-à-dire que s'il t'envoie le drone avec les hélices se poser, déjà tu as des petits malins qui vont peut-être essayer de le casser. Bon, tu me diras, ça peut être pareil en tirant sur le fil, ce qui est déjà risque à mon avis d'être un problème s'il y a des gens qui s'amusent à l'attacher ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que surtout, tu as vraiment une sécurité parce que quand le treuil descend, tu n'as pas le système d'hélice qui viendrait t'effleurer, en fait, il reste en hauteur. Autre acteur sur le secteur de la livraison par drone, ce drone de chez Wing, donc qui est une société californienne et qui fonctionne avec le même principe que Zipline que je viens de te montrer, à savoir un treuil qui descend et qui te dépose le colis chez toi. Très intéressant, ça c'est la piste d'atterrissage avec des QR codes que le drone donc localise. Tu as un système ingénieux, grâce à ce filet, le drone, il a son crochet si tu veux qui est flottant et qui vient ramasser le colis sans se poser. Donc un gain de temps, d'énergie, très malin en fait. Je crois qu'ils ont déposé un brevet sur ça et ils l'expérimentent aussi au Texas. Donc je pense que c'est un bel avenir, mais à mon avis, il y a encore des contraintes techniques.
Notamment les problématiques de sécurité, de pas se prendre les hélices, avoir un système de parachute pour pas se prendre un drone sur la tête. Je voulais que tu me donnes ton avis aussi sur cette nouvelle disposition de siège pour les avions, où tu disposes les sièges en quinconce. Et donc là, tu as un passager qui est content parce que du coup, tu vois, il peut étaler ses pattes sur la rangée la plus basse. Tu peux le revoir ici aussi. Je ne sais pas si ça aura de l'avenir parce qu'évidemment, si ça prend de la place en hauteur, il n'y a plus de place pour les bagages. Voilà ma petite sélection des innovations du CES 2024. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si j'ai oublié des choses que tu trouves importantes, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis j'espère à une prochaine. Ciao!